Bonjour Émilie. Coucou. Qu'est-ce que tu ressens alors qu'on s'apprête à débuter cette conversation? J'ai un peu peur. Un peu comme si j'allais aller chez le psy. Mais sans en avoir rien demandé, tu vois. De rentrer dans des émotions, c'est spécial. Alors on y va. C'est parti. T'es arrivée habillée d'une robe en maille, une robe pull, d'une couleur taupe, col roulé. Tu as des collants semi-opaques noirs, des boots noirs. Tu as les cheveux détachés, un rouge à lèvres qui tend vers le prune. À quoi est-ce que tu as pensé en t'habillant ce matin? J'avais envie d'être cosy. J'ai très peu de vêtements. Très peu de vêtements, c'est-à-dire qu'ils tiennent tous dans un sac à dos. Et je mets toujours des chemises, parce que je trouve que ça colle bien avec l'image de scientifique. Mais comme là, j'ai l'impression d'aller chez une copine, j'avais envie d'être habillée en sweatshirt ou en pyjama. Mais tu m'as dit que je pouvais pas venir en pyjama ni en sweatshirt. Dommage pour parler d'émotion. Donc j'ai mis cette veste, cette espèce de truc qui est hyper agréable. Voilà. Alors Émilie, tu es neuroscientifique et docteur en biologie intégrative. Ce que j'ai ressenti de toi en préparant cette interview, c'est l'éclat et la fragilité de ceux qui ont une intelligence fulgurante. Le genre d'intelligence qui est capable de mener les hauts potentiels au sommet, au plus brillant succès. Mais le genre d'intelligence qui stigmatise aussi, qui infuse irrémédiablement une différence, qui rend parfois inapte à se faire comprendre. Toi à qui on a dit que tu n'arriverais à rien, toi qui as cru que tu ne valais rien, tu as pris ta revanche sur la souffrance, tu l'as étudiée jusqu'à l'habiller d'une blouse blanche, et aujourd'hui, tu aides les autres à optimiser leur santé, tu les guides pour leur permettre de mieux vivre, avec toutes tes connaissances et ta spontanéité désarmante, avec le plus grand sérieux et une extravagante fantaisie au fond des yeux. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends tout ça, Émilie? Ça me donne un peu envie de pleurer. C'est trop mignon. Je t'aime beaucoup. Alors, tu es née à Bruxelles, il y a 32 ans. Comment est-ce que tu décrirais la famille et l'environnement dans lesquels tu as grandi? Je pense que j'ai vraiment beaucoup de chance parce que l'amour est peut-être la chose qui définit le plus l'environnement dans lequel j'ai grandi. On est une famille très très proche, une espèce de mafia qui s'appelle tout le temps. On a un groupe WhatsApp sur lequel il y a peut-être 80 messages par jour. Quand j'ai pas ma maman au téléphone pendant 2 jours, elle va me dire: «Ça fait plus de 2 semaines qu'on s'est pas appelé». J'appelle mes sœurs souvent, surtout ma sœur jumelle. Parce Mes que parents t'as une sont sœur j'ai jumelle une sœur jumelle et 2 petites sœurs que j'aime toutes et de manière équivalente, mais la sœur jumelle, on a un lien, on était une seule cellule, donc on se parle quotidiennement, plusieurs fois par jour. Et quand on ne sait pas tous les jours, le jour où elle répond le lendemain, on répond tous les deux: «Ah ouais, t'as combien de temps? Moi 2 heures. Moi 3. OK, on reste ensemble». Bref, mais ouais, je dirais beaucoup d'amour, on est très proches, on parle beaucoup d'émotions, hem, beaucoup de tendresse. Comment est-ce que c'était de grandir avec une sœur jumelle? C'est génial. C'est avoir, une âme sœur toujours à tes côtés, qui vient partout avec toi. Mais du coup, les premières fois dans ta vie où elle est pas avec toi, c'est très, très dur. Hem, c'est une personne avec qui, en un clin d'œil, on se comprend. On est au bout d'une salle, dans une fête, on croise le regard de l'autre, on sait ce qu'elle pense, on sait si la personne à qui elle parle est sympa, pas sympa, chiante, elle lui fait un tunnel ou pas. S'il a des émotions, je lui prends la main, je les ressens, c'est très fort. On a les mêmes peurs fondamentales, on a les mêmes, joie, on peut se dire les pires coins de nos pensées. Il y a jamais de jugement. En fait, il y a toujours une compréhension, extraordinaire, enfin, indescriptible. Donc c'est juste bonheur. Beaucoup de compétition aussi quand on était plus jeune. La compétition entre vous deux? Ouais, ouais, c'est logique. Parce que les jumeaux, on a tendance à les Comparé? pour les bien les différencier, les gens ont tendance à les comparer et les mettre sur 2 pôles opposés. Donc il y en a une qui est comme ceci, l'autre qui est comme cela. Il y en a une qui est intelligente, l'autre qui est bête. C'était moi, en l'occurrence, qui était bête. Hem, il y a celle qui est enfin, oui, donc c'est compliqué et je pense que dans l'éducation,
habituel. Les profs n'ont pas l'habitude d'avoir des enfants jumeaux. Et donc, ils vont aussi toujours comparer. C'est un peu... c'est difficile. Ça veut dire que tu dois essayer de trouver ta place. Mais ta place est déjà définie comme un extrême. Je pense que ça a été particulièrement dur pour Pauline avec tous mes troubles de l'apprentissage parce que j'ai dû prendre beaucoup de place, d'attention, certainement. Trop. On va y venir. Je disais que tu étais née à Bruxelles, tu as grandi en Belgique. Quel est ton attachement à ce pays aujourd'hui? C'est un pays que j'adore. C'est un pays où les gens sont sympas, hyper spontanés, on se prend pas la tête. Ça fait tellement longtemps que j'y vis plus. Et là, on y est retourné avec mon conjoint parce qu'on attend un bébé. Donc, on a pris un appartement là-bas pour avoir un pied-à-terre, être proche de ma famille. On voyage beaucoup. Et j'avais oublié la gentillesse des gens. Tout le monde se parle, tout le monde est chaleureux. Tu regardes une pancarte, les gens vont t'aider à trouver ton chemin. Dans le métro, on se sourit, on se parle. C'est juste du bonheur, en fait. Alors que le temps est pas toujours top. Et t'as l'impression d'être au Brésil dans la chaleur des gens, je trouve. Moi, j'aime beaucoup le Belge. Les Belges. Je suis très fière de mon pays. Moi aussi, madame. Que les meilleurs. Comment est-ce que tu habites ton prénom depuis que t'es jeune, Émilie? Drôle de question. Émilie, je trouve que ça sonne très joyeux. J'ai toujours trouvé que les i, c'est peut-être la lettre qui est la plus joyeuse. Donc j'aime beaucoup mon prénom. Moi, je trouve que je l'aime bien. Ouais. Tu as été diagnostiquée très jeune d'une série de troubles. Dyslexie, dyscalculie, troubles de l'attention avec une hyperactivité prononcée, un TDAH donc. À quoi ressemblait ton quotidien à ce moment-là? Je pense que mon quotidien aurait été très chouette si j'étais pas scolarisée. Mais peut-être pas, non. Je ne sais pas. Mais à l'époque du diagnostic, c'était très très dur. J'arrivais pas à faire les choses que je devais faire. J'étais quelqu'un qui était considéré comme très bizarre, donc je me sentais très bizarre, presque malade, inadapté, sans valeur. Et mon quotidien, c'est de ne pas avoir d'amis, que les gens rigolent, qu'on me pousse dans les escaliers. Enfin, Tu as été un peu d'avoir des harcelée? profs qui lisent tes interros au doigt devant tous les élèves pour savoir si tu as fait exprès de noter ce qui te passe par la tête plutôt que ce que le professeur dicte. C'est-à-dire que dans les dictées, t'écris. J'avais noté, je sais pas, il y a un soleil peint à la feuille d'or. J'aurais pas écrit comme ça, mais oh, rigolo, il y a un soleil sur le mur de Jessica. C'est elle qui l'a fait ou pas? Et puis Martine va faire ses courses, elle achète des pommes et des poires, quoi. Mais oui, c'était des mots dans les journaux de classe. Émilie fait exprès, elle est désinvolte, elle cherche l'attention. Je pense que j'étais très seule. C'est vraiment une phase de ma vie très très sombre. Un peu plus tard, on t'a fait passer d'autres tests qui ont fait apparaître ta grande intelligence. On t'a dit neuroatypique, haut potentiel. Comment c'était pour toi d'avoir ces qualificatifs-là, ce diagnostic-là posé sur toi? Comment tu sais? J'ai travaillé, madame, j'ai fait les recherches. Parce que j'en parle jamais normalement. En fait, donc, j'arrivais à rien à l'école. J'étais systématiquement en situation d'échec. J'avais pas d'amis. Et j'ai dit un jour à mes parents que j'arriverais à rien dans la vie et que si dans 1 an j'étais toujours comme ça, je pouvais pas imaginer continuer à vivre. Et donc, je pense qu'ils se sont rendus compte, ils se rendaient évidemment compte, mes parents sont très présents, hein. Parce que je sais que certaines personnes, quand je raconte ce parcours, peuvent penser que mes parents n'étaient pas là. C'est pas le cas. Euh, Mes parents, je pense, se sont rendus compte qu'il était temps de faire quelque chose pour mieux comprendre, au-delà juste du trouble, mon fonctionnement. Et donc, j'ai été prise en charge par une équipe pluridisciplinaire. J'ai fait tous les tests de personnalité, aussi de QI. J'ai adoré ces moments avec les neuropsychologues. C'était trop chouette d'avoir plein de personnes qui s'occupent de toi, qui te scrutent, qui te posent des questions hyper rigolotes, qui testent des compétences que tu n'as jamais fait, avec un œil très très curieux.
Et en fait, le jour où ils m'ont annoncé, enfin, ils ont lu une description de mon profil, de ma personnalité, euh, je me souviens, c'est gênant d'avoir des émotions, mais je me souviens que la neuropsychologue m'a dit: Est-ce que tu aimerais connaître cette fille? Et je lui ai dit: J'aimerais tellement avoir une amie comme ça. Et elle a dit: Mais c'est vous. Euh, et je pense que je pensais pas, je pensais pas que j'allais pleurer, tu vois. C'est comme un gypsy. En plus, des gens vont m'écouter, me voir même. Je pense que je pensais même pas que quelqu'un pouvait me regarder avec un œil positif. Je pensais que j'avais une valeur. En plus, un adulte. Et en plus, quelqu'un qui est spécialisé dans le cerveau. Sans doute pour ça que j'ai choisi les neurosciences aussi. Et puis elle m'a dit, en fait, tu n'es pas du tout bête. C'est l'opposé. Tu es très, très intelligente, tellement intelligente que tu es anormale. Et ça, vraiment, j'y croyais pas. Donc, je me suis très, très fort énervée. Je leur ai dit que c'était pas possible de mentir comme ça, d'inventer des choses. C'est marrant parce que c'est vraiment l'enfant qui parle là, parce que j'ai jamais parlé de ça, donc j'ai l'impression d'être un enfant qui te parle. Et donc elle m'a montré les courbes, elle m'a montré comment calculer un QI, comment tout. Et puis j'ai commencé à comprendre, ils ont tout détaillé devant mes parents, ils ont expliqué que les questions très simples, j'ai répondu très, très, très mal. J'étais toujours en situation d'échec dans les questions très simples, et puis plus ça avançait dans l'âge, parce que c'est un peu des catégories par âge, plus c'était bien. Voilà. Et en fait, ça m'a fait du bien, je pense, de savoir tout ça. J'ai compris que j'étais pas bête, mais j'en parle jamais parce que je pense pas que ce soit une bonne idée d'en parler, parce que je pense que l'échelle l'échelle que j'ai passée, quoi. J'ai pas surtout pas envie de la prononcer ici, Wechsler. C'est une manière d'appréhender l'humain et son intelligence, et je pense qu'elle est extrêmement réductrice, et que le travail est la seule chose qui nous permet de réussir dans la vie. Et que suite à cette période, je pense que j'ai négligé l'importance du travail et de la passion. Et ça a pu parfois un peu me monter les têtes en tant qu'adolescente, de me dire, ah, en fait, Je suis au-dessus des autres. voilà, Un quoi, point de vue intellectuel. je travaillais moins, voilà. Mais ça m'a rassurée, ça m'a permis de me dire que je n'étais pas rien, mais j'y pense jamais dans ma vie toujours. J'ai jeté les papiers, je trouve que ça n'a pas vraiment d'importance. Et mes parents m'ont toujours dit, mon père m'a toujours dit que quand je trouverais une passion, je serais excellente. Je pense qu'il n'y a que ça qui compte. Vers l'âge de 10 ans, tu as été mise sous méthylphénidate, qui est un psychostimulant puissant. Ça s'appelle aussi parfois de la Ritaline, non? Ouais, c'est le nom sur lequel tu le vends. Ritaline, Rilatine, Concerta. Tu racontes que à partir du moment où tu as pris ce médicament, les effets ont été magiques, que ça a été une espèce de béquille. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où tu as pris ce médicament? C'était incroyable. J'ai appris, j'ai pu écrire assez bien pour qu'on me lise du jour au lendemain, être normal, avoir des amis, réussir à l'école. J'étais systématiquement en échec. Quand tu es un enfant et que tu fais du 20%, tu vois, du 2 sur 10 à une interro, alors que tu travailles et que tu pleures tous les soirs avec tes parents pour faire des devoirs, et du jour au lendemain, tu es la meilleure de ta classe, c'est quand même extraordinaire. Peut-être pas la meilleure, mais ça a été vraiment un énorme soulagement dans un premier temps. Et je pense que je n'aurais pas été l'adulte que je suis aujourd'hui, épanouie, en ayant confiance en moi, sans cette béquille pendant des années. Ça, j'en suis persuadée. T'as dit parfois même que tu serais sans doute pas allé au bout de ta scolarité. Peut-être de ma vie. Je pense vraiment à ça. Tout était trop dur. Lire, c'était trop dur. Écrire, c'était trop dur. Me concentrer en cours, ne pas dire des choses bizarres, se faire des amis. En fait, le problème d'un trouble d'attention et l'hyperactivité, c'est que certaines personnes se croient avoir un TDAH parce qu'ils ont parfois du mal à se concentrer ou qu'ils gigotent. Mais sauf que c'est des troubles du comportement qui s'expriment dans chaque aspect de ta vie. Aujourd'hui, je le vois plutôt comme une force réellement. Mais à l'époque, c'était vraiment un handicap. C'est-à-dire que, et avec les amis, et lors d'activités sportives, et seul dans ma chambre, ou en classe, ça avait des répercussions sur ma manière de fonctionner, d'être comprise, de faire des choses que tout le monde peut faire, tu vois.
Donc, je me déconcentre tout le temps et je perds toujours le fil de mes pensées, mais j'espère que j'ai répondu à ta question. Tout à fait. C'est une béquille qui laissait toutefois des effets secondaires assez indésirables. Mmh. Pendant que tu prenais le médicament, donc dégradation du sommeil et de ta santé mentale, etc. Mais surtout, je pense, enfin, de ce que j'en ai entendu au moment du sevrage, où tu avais des énormes symptômes, avec des crises d'angoisse, un mal-être physique et mental assez fort, quoi. Il y a un tournant important qui s'est opéré vers tes 16 ans. De manière subite et assez inexpliquée, tu as commencé à vouloir te nourrir différemment. Ouais. Et ça, vraiment, je l'explique dans le livre que je viens de publier. J'avais pas trop envie de raconter mon histoire parce que j'aime pas être écoutée pour qui je suis, mais plus pour mes recherches. Euh, Mais dans le livre, avec mon éditrice que j'adore, elle m'a dit que ça pouvait être inspirant de parler un peu de ce parcours. Donc j'ai expliqué le parcours, mais j'ai bien noté sous une note de bas de page que les changements que j'ai implémentés à l'âge de 16 ans, c'était des changements intuitifs qui ne sont pas basés sur des connaissances scientifiques. C'est mon histoire et, et je pense que ça a un peu changé ma vie, mais je n'invite personne à penser que j'ai une méthode scientifique pour soigner le trouble de l'attention et l'hyperactivité. Non, mais en fait, Oui. je pense qu'il est important de souligner pour les auditeurs, et aussi peut-être pour toi, c'est qu'en fait, toi, tu as l'habitude, tu donnes beaucoup d'interviews, et notamment là, dans le cadre de la sortie de ton livre, dont on va parler, mais où tu es interviewée en tant qu'Émilie scientifique. Ouais. Et donc, il est attendu de toi, et tu attends de toi, de donner que des réponses extrêmement précises et sourcées, référencées d'un point de vue scientifique, sans jamais donner ton avis personnel. Ouais. Sauf que là, aujourd'hui, on est là pour parler de ce que Mais tu donc, ressens et je ton veux avis juste dire que personnel. c'est vraiment un avis personnel. Donc là, on n'est pas là pour... Ouais. Voilà, c'est pas encore le fruit de tes recherches, ça, on va y venir plus Ouais. tard, mais à ce stade-là de ta vie, Ouais. évidemment que c'est pas le fruit de recherche. Mhm. Mais toi, si quelqu'un instinctivement... écoute, qu'ils se disent pas ok, c'est la voix. Mais instinctivement, donc je prends ce médicament, je souffre de symptômes de sevrage très très importants qui nécessitent une hospitalisation où le seul traitement, c'est des anxiolytiques à haute dose. Après, je vais pas à l'école pendant 2 jours. J'étais hospitalisée que 2 fois, mais c'était des événements très récurrents. Donc, en plus d'être incomprise à l'école et inadaptée, j'avais l'impression que je tombais dans une maladie psychiatrique grave. Enfin, j'allais... Dès que tu t'arrêtais. Dès que j'arrêtais. Donc, je prenais le médicament pendant 1 an non-stop. J'arrêtais du jour au lendemain parce que quand t'es adolescent, surtout à l'époque, je pense que t'es pas très bien suivi avec ces médicaments. Mes parents qui étaient très présents, je pense, ne sont ni médecins ni scientifiques. J'arrêtais la pilule sans en parler à personne. Et 2 jours après, j'étais au fond du trou. Vomissements, tremblements, comme un drogué, quoi. un drogué qui aurait arrêté sa substance avec des idées noires effrayantes. J'oubliais qu'il y avait peut-être une seule personne sur Terre que je pouvais appeler, que ma maman était dans la chambre d'en bas et qu'elle pouvait venir me prendre dans ses bras. J'étais vraiment dans un gouffre. Bref, j'ai commencé à vomir donc de plus en plus souvent dans ma vie, d'angoisse, de peur, d'idées noires. Et j'arrivais plus à manger des choses sucrées. Je sais pas comment l'expliquer, hein, au petit déjeuner. Donc si je mangeais des céréales, mais c'est pas du sucre, genre du sucre, vraiment des trucs, des céréales, de pain au chocolat, des trucs comme ça, je me sentais profondément mal. Et donc j'ai commencé à manger des trucs ultra protéinés au petit déjeuner, du genre le pavé de saumon de la veille, du poulet, des scampi, enfin des grosses crevettes comme ça, de la paella. Je laissais les riz de côté, etc. Donc c'était vraiment des changements très intuitifs, très extrêmes. Manger plein d'œufs et rien d'autre. Et donc mes parents m'ont soutenue parce qu'ils ont vu que j'aimais bien. Et je pense que quand t'as un enfant très jeune qui n'a pas envie de manger des aliments ultra transformés, ce qu'on n'avait pas vraiment à la maison, mais même pas de la confiture ou du miel, et qui te dit qu'il veut manger du saumon au petit déjeuner, tu l'encourages. Et petit à petit, j'avais plus d'énergie, je me sentais mieux dans ma journée, j'avais l'impression que je gérais mieux mes capacités pour réussir à l'école. Et j'ai petit à petit arrêté le médicament et j'ai commencé l'université complètement sevrée. Et enfin oui, j'ai réessayé 1 ou 2 fois peut-être le médicament, ce qui était catastrophique, mais j'ai réussi à l'université alors qu'on m'a interdit pendant toute ma scolarité d'aller à l'université. Interdit, c'est-à-dire que les professeurs ont essayé de me déscolariser plusieurs fois, que je rêvais de faire médecine ou bio-ingénieur et et que j'ai pas commencé mon parcours universitaire à l'université tellement j'étais jugée incapable de tout ça, quoi. Bon, bref. Vu l'impact que ça avait eu sur toi de prendre ce médicament, notamment sur le fait qu'avant le médicament, tu te sentais incapable, pas normal, etc., comment est-ce que ça a été pour toi de prendre la décision de l'arrêter ?
Est-ce que c'était une évidence parce que ça allait beaucoup mieux dans ta vie grâce à ton régime alimentaire ou... Je pense que, de nouveau, intuitivement, je ne sais pas. Et en plus, c'est vraiment des choix d'ados, donc ça remonte à il y a tellement longtemps et j'avais pas de connaissance de tout ça, donc je pense que je sentais vraiment très au fond de moi que ce médicament commençait à me rendre très très malade. Et je savais que quand je le prenais, je pouvais être très irritable, avoir des insomnies, des terreurs la nuit. Tout d'un coup, être totalement fermée sur moi-même. Par exemple, quand à l'insu de mes parents, je prenais un cachet supplémentaire le soir, juste avant des examens. Parce que tu sais, en Belgique, la scolarité des enfants est catastrophique avec des examens comme si t'allais passer le barreau. Enfin, je trouve qu'ils sont excessifs pour un enfant. En fait, on a une période qui s'appelle le blocus. Ouais. Enfin, ça, c'est plutôt université. Mais je même sais à pas si tu parles l'école. avant, mais ouais. En fait, on a beaucoup plus d'examens qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, c'est un énorme deal l'année du bac. En fait, nous, on a le bac tous les ans. Enfin, quasiment. Enfin, tu vois, si tu penses en termes de charge de travail et de révision des examens, nous, on a ça tous les ans, quoi. Ouais. C'est trop. Enfin, ça dure 2 semaines où tu fais que ça. Et si tu rates ton année. Enfin, je veux dire, moi, j'ai doublé une année à 14 ans. Est-ce que c'est vraiment pédagogique Bon, bref. C'est tout un autre sujet. Tu sais que je parle jamais de ma vie. C'est juste pour toi sur Terre que je ferais ça. Hein. Merci, Émilie. Mais je sais pas, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête ce médicament. Je pense que profondément, je me rendais compte que je ne serais jamais bien dans ma peau s'il fallait que je prenne un médicament pour avoir une place dans la société. Est-ce que je réussissais parce que je prenais un médicament? Est-ce que j'avais des amis parce que j'avais pris un médicament? Ou est-ce que je pouvais vivre en étant différente? Un truc important, c'est qu'avant le médicament, j'étais une personne farfelue. Tu vois? On m'a toujours dit que j'étais fofolle, farfelue. Je me réveillais, j'étais pleine de joie le matin. J'avais toujours envie de rigoler, de faire des bêtises. J'ai une personnalité très enfantine, je crois. Je sais pas si c'est enfantine, c'est peut-être la société qui se prend trop, les gens qui se prennent trop au sérieux, mais et en fait, ce petit brin qui me fait vivre, ce petit brin de folie qui me fait vivre, cette fougue ou cette passion, ils étaient un peu endormis, je pense, avec le médicament. Et j'avais envie, je pense que la vie est intéressante d'être vécue quand on s'accepte, quand on vit pleinement sans se cacher. J'aime pas le faux. Et donc, j'avais aussi envie de revenir qui je suis, quoi. Et puis, il y a cette espèce de zombie sous médicaments qui rentre dans un moule. Quand il a fallu choisir des études, t'as dit que comme tu n'avais pas pensé survivre au malheur de ton adolescence, tu avais envie d'avoir un métier qui donnait un sens à ta vie. Qu'est-ce que tu as choisi d'abord? Alors, je voulais devenir soit médecin, soit bio-ingénieur. Plutôt, parce que j'étais beaucoup plus intéressée de devenir bio-ingénieur. Parce que pour moi, le seul sens valable d'une vie, à cette époque d'enfant, c'était de sauver la planète. Trop bizarre à 14 ans d'être déjà mobilisé vers des sujets comme ça. Et que l'humain, c'était trop compliqué. Et puis donc, je n'ai pu faire ni bio-ingénieur, ni la médecine. Parce que je ne pouvais pas aller à l'université. On m'a vraiment dit, si votre fille va à l'université, ça va être un tel échec que, enfin, à mes parents, avec les psychologues, etc. Pas les psychologues que j'avais vus, mais les psychologues de l'école. Les professeurs aussi à l'école disaient que ça allait être un tel échec pour moi que j'en sortirais pas de cette souffrance, quoi. Donc, j'ai commencé avec psychologie. Et pour moi, c'était aussi, bon, comme je pouvais faire ni médecine, ni bio-ingénieur, rien de scientifique, rien de sciences dures, valables, j'allais étudier le cerveau humain, mais j'espérais trouver une manière de permettre aux gens d'être heureux. C'est très naïf, mais... Non, je pense que la psychothérapie, ça marche bien. Ouais, c'était le sens que je voulais donner à ma vie, permettre de changer le monde, d'en faire quelque chose d'un peu plus positif. Et donc, tu as commencé psycho, et comment est-ce que tu as bifurqué après? Déjà, comment tu t'es sentie Méga bien. Dès le premier jour à l'université, ma personnalité bizarre a énormément plu. On était dans un auditoire avec 900 étudiants. Je suis au fond ou tout devant. En fait, j'en avais rien à foutre. Je pouvais me mettre tout devant le professeur et boire ses paroles et l'interrompre en plein milieu d'un cours pour poser une question.
Et ça ne posait plus problème. Le prof, il était en joie. Donc, dès ma première année, on me proposait déjà des thèses. Je restais avec les professeurs pour parler. Donc, ça s'est passé vraiment hyper bien. Et j'ai compris ce que disait mon papa, c'est que le jour où tu as une passion, cette passion, elle te porte. Et tu as envie d'étudier le week-end, la nuit, et le travail n'est plus une souffrance. Et puis, tu étais valorisée, là. Ouais, j'étais valorisée. Et je pense que ça a nourri vraiment cette envie de continuer d'étudier. Ouais, j'ai adoré. Et j'ai bifurqué de plus en plus vers les neurosciences parce que j'ai toujours été attirée par les petits mécanismes. J'aime bien comprendre les choses. Tu sais, j'arrive jamais à comprendre assez bien et j'ai toujours l'impression que je suis celle qui comprend le moins. Et donc j'ai envie d'aller dans la science la plus fondamentale pour être sûre que même au niveau d'un récepteur, j'ai compris. Mais encore, je pourrais vouloir aller encore plus loin. Donc vraiment, j'ai commencé mes études dans le mauvais sens, c'est-à-dire la psychologie qui est très large, puis psychologie cognitive, neuropsychologie cognitive, puis neurosciences fondamentales, puis tu vois. Donc, en tout, tu as suivi un parcours académique très riche parce que tu cumules 13 années d'études et de recherche scientifique. Donc, aujourd'hui, tu es docteur en biologie intégrative, tu as 2 masters en neurosciences cognitives et fondamentales, une spécialisation en neuronutrition. Tu as mené plusieurs années de recherche sur le microbiome intestinal, l'obésité, le sommeil et la biologie de nos je suis arrivée. La biologie du microbiome intestinal. Ah, moi, j'avais noté aussi la biologie de nos mitochondries. Oui, la biologie des mitochondries. Ça, c'était peut-être le prof de recherche que j'ai préféré sur Terre parce qu'il était farfelu comme moi et trop marrant. Alors, pendant tes études, tu as découvert que, en fait, en tout cas, une partie de ce que tu avais mis en place pendant ton adolescence avait un fondement scientifique, en tout cas sur l'impact positif que ça avait pu avoir sur toi. Oui, c'est vrai, tu poses des questions tu connais mieux ma vie que moi, en fait. C'est vrai qu'en fait, donc j'ai fait psychologie, le premier stage, et en fait, je suis très très contente d'avoir commencé mes études en dehors de l'université, mais dans ce qu'on appelle une haute école. C'est l'inverse d'en France. C'est la haute école en... C'est en dessous de l'université en termes de prestige. l'université en Belgique, quoi. C'est ça. Et donc, en tant que futur psychologue, déjà en 2e et en 3e année de bachelier ou de licence, tu as déjà des stages. Et ça, c'était assez intéressant parce que normalement, tu n'as pas de stage avant le master en psychologie. Et donc, j'ai pu faire un stage en psychiatrie adulte et en neuropsychologie. Donc, ça m'a permis vraiment de bifurquer. Et en fait, c'est en psychiatrie adulte que j'ai vu des patients qui souffraient de troubles d'attention et d'hyperactivité. J'étais suivie par mon superviseur, était une neurologue qui s'appelle le docteur Lamia Guetta, avec qui je faisais 1 heure de trajet tous les matins et tous les soirs, parce que c'était loin. Donc, elle me prenait en voiture. Et ça a vraiment été un mentor. Et donc, elle voyait ce que je mangeais au petit déjeuner dans la voiture. Et elle m'a dit, c'est rigolo, je mets en place un régime que je prescris à mes patients qui souffrent d'un TDAH. Donc, je lui ai expliqué. Je lui ai tout expliqué de ma vie. Et en fait, avant ce jour-là, je ne savais pas que ce que j'avais vécu, c'était des symptômes de sevrage. Je ne savais pas qu'en fait, on pouvait devenir réellement addict à ce médicament. Je ne savais pas que manger protéiné pouvait favoriser la synthèse de neurotransmetteurs qui étaient impliqués dans le contrôle de mon comportement. Donc, ça a été... Oui, je me suis dit, ça va être ma carrière, en fait. C'est ça, et c'est à ce moment que tu as décidé de te consacrer vraiment à ce sujet-là, et à faire toutes ces études. Après, t'as commencé à partager pas mal de conseils sur tes réseaux sociaux, sur le compte qui s'appelle toujours The Brain Gut Scientist. Mais tu as aussi une entreprise qui s'appelle Feed Your Brain, donc nourris ton cerveau, avec laquelle tu partages des connaissances, les tiennes, celles d'autres chercheurs, à travers des contenus, des médias. Tu donnes beaucoup de conférences et alors tu viens de publier un livre chez Marabout qui s'intitule Votre santé optimisée, le protocole quotidien qui va changer votre vie. On va pas en détailler le contenu aujourd'hui parce qu'on va lui dédier un autre épisode. Parce que c'est tellement riche qu'il faut qu'on le parcourt entièrement. Mais dans ton livre, tu as écrit: je pense que je suis allée au bout de mon parcours académique et de mes projets par passion, mais aussi pour prouver aux autres, et sans doute surtout à moi-même, que je valais quelque chose. Car pendant toute mon enfance, on m'a prédit que je n'arriverais à rien. J'ai vraiment cru que je ne serais jamais heureuse et épanouie comme aujourd'hui, et je pense que je porterai toujours ce traumatisme, croire que je ne vaux rien. Aujourd'hui, quelle est la valeur que tu t'accordes ?
trouve que mon parcours est cool parce qu'il me plaît à moi. Je ne pense pas que j'ai une valeur supérieure à celle d'un autre. Euh, j'ai toujours l'impression quand je fais encore des cauchemars aujourd'hui, débiles, où un professeur de flamand en particulier ou un professeur de je ne sais pas quelle langue en particulier ou de je ne sais pas quelle matière en particulier qui m'a vraiment fait souffrir se rend compte qu'elle a mal corrigé et tout le monde me retire tous mes diplômes parce qu'en fait j'ai encore raté. Donc aussi j'ai l'impression à chaque intervention que je fais à ma présentation de doctorat que je suis tout le temps dans un Truman Show et qu'on va se rendre compte qu'en fait je ne sais rien et que je suis une incapable. D'un autre côté, je suis quand même trop contente d'avoir. Donc, ça, c'est le côté irrationnel. Hein. D'un autre côté, je suis trop contente d'avoir pu trouver ma passion, vivre de ma passion. J'adore ma vie. Mais il y a quelque chose qui me fait parfois un peu souffrir, c'est que mon parcours atypique attire beaucoup l'attention. On parle de moi, mon livre ça sort très bien, très fort. Les gens veulent toujours savoir ce que je sais. Donc quand je vais à un dîner, ça va être une espèce de séance où tout le monde m'écoute, me pose ses questions. Moi, j'ai mal au ventre, moi, j'ai trucs, machin. Mais parfois, j'ai peur de devenir égocentrique. Donc, c'est vraiment important. Euh, je trouve que mon parcours n'a pas plus de valeur qu'un autre. Et je trouve dommage que dans notre société, en fonction d'un parcours ou d'un autre, on va accorder plus de valeur à une personne. Tu vois, j'ai fait les sciences. Et les sciences, c'est plus prestigieux, où j'ai écrit un livre et rien. Mais je pense que mon parcours, il est banal, quoi. Chacun a un chouette parcours, mais je suis contente de la passion. Mais je suis pas. Je sais pas comment Est-ce que quand t'expliquer. même le fait, donc là le livre il vient de sortir et enfin il est déjà vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, j'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas plus de 10 000. Je sais qu'il vient d'être réimprimé une deuxième fois alors qu'il est sorti quoi il y a 10 jours. Ouais, même pas. Je veux 6 dire, jours. c'est quand même c'est un lancement tonitruant, comme on dit. Ouais. Est-ce que ça vient quand même réparer quelque chose chez toi, ça? Je sais pas. Je sais pas. Mais tous les jours, je me dis qu'il faut pas que ça prenne trop de place non plus. Euh, Dans une communauté, quand t'as comme ça un succès qui est immense et qui te remplit de joie, je trouve qu'il faut faire attention de pas trop se focaliser sur euh, c'est- sur ce succès. Et je trouve que ce succès n'est pas que le mien. C'est celui de mon mec qui me supporte jour et nuit depuis des années. C'est celui de mes parents, c'est celui de l'amour de tous mes amis, c'est celui de personnes comme toi qui croient en moi depuis des années et qui me disent c'est trop cool ce que tu fais. Euh, je sais pas si ça répare quelque chose. Mais par contre, c'est vraiment une joie immense. C'est une surexcitation. C'est un moteur qui me donne envie d'aller plus loin. Mais c'est pas vraiment une fierté ni une réparation. T'as raconté au micro de Lily Barbery que quand t'avais 8-10 ans, t'allais poser des questions aux gens dans la rue. J'aimerais te poser les mêmes questions à toi aujourd'hui. Oh là là, c'est pas sympa ça. Ah, ce petit carnet, il est tellement mignon. Je te le montrerai un jour. C'est ça, en fait, t'as raconté, donc c'était une période de ta vie où tu étais très malheureuse. Mhm. Et donc, pour aller mieux, t'allais poser ces questions aux gens dans la rue avec ton petit carnet et ton crayon 4 couleurs. C'est-à-dire que les gens pouvaient choisir le côté avec lequel ils Ouais, écrivaient le crayon, voilà. pour choisir sa couleur. T'es d'accord que je te pose ces questions? Ouais. La première, c'était qu'est-ce qui donne du sens dans ta vie? Le sens de ma vie aujourd'hui, je sais que je trouverai jamais le sens on trouvera jamais le sens de sa vie. Mais le sens de ma vie, c'est de savoir que je peux laisser un sourire sur le visage de quelqu'un. Je peux prendre quelqu'un dans les bras qui va mal. Je peux être présent pour les personnes autour de moi. Et j'espère laisser une trace qui est juste une trace un peu solaire, tu vois. Et ce serait déjà beau. De laisser tomber, de changer le monde, ou, tu vois. Et je pense que la seule chose la seule raison pour laquelle j'ai envie de vivre, c'est de pouvoir laisser de la joie, de l'amour. C'est ça le sens de la vie, en fait, c'est l'amour, je pense.
La deuxième question, c'était quelle est la plus grande souffrance que tu aies vécue dans ta vie? Cette souffrance-là, de mon parcours, elle commence à être... c'est une souffrance qui devient... j'en parle plus jamais parce que j'ai peur qu'elle soit tellement déformée qu'elle en devienne égocentrique. Je trouve que certaines personnes qui ont, à partir d'une souffrance, fait une grande force, peuvent la déformer et ne plus vraiment s'en souvenir et l'utiliser comme outil de vente plutôt comme histoire personnelle. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais à force de raconter cette histoire, je me souviens des choses qu'on me demande le plus souvent de raconter. Et j'ai peur que cette souffrance, oui, devienne vraiment un outil de vente, un truc mélodramatique où, soi-disant, ma vie aurait été pire qu'une autre. Et c'est pour ça que je n'en parle plus jamais, jamais, jamais. Mais toi, je t'aime bien. Et puis, je sais que quand je fais un épisode où on parle de ce genre de truc, il y a tellement de mamans, d'enfants, ou même des enfants qui me contactent en disant j'ai écouté cet épisode, j'ai l'impression que ça peut changer ma vie, que j'aime en parler. Et donc, je dirais plus que c'est une souffrance dont j'ai envie de parler. Je pense que peut-être la pire souffrance, c'est le décès que j'ai vécu quand même beaucoup de décès autour de moi. Celui de ma meilleure amie Astrid, qui est décédée d'un cancer dans mes bras quasiment. C'était dur. Je pense que beaucoup de décès. Et des décès dans des situations très difficiles. Et ouais, la peur de l'abandon. J'ai peur d'être abandonnée. C'est pas une souffrance qui est sur un événement, mais... Peut-être que c'est aussi lié au fait d'avoir une jumelle. Enfin, je sais pas. Moi, par contre, c'est quoi ton rapport à la solitude, du coup? Maintenant, j'adore être seule. Mais jusqu'à mes 21 ans, c'est très tard quand même. La nuit, j'avais systématiquement des angoisses. D'être la seule réveillée et d'être abandonnée. Ouais, c'est ça une souffrance. La solitude, l'abandon, mais je sais pas d'où ça vient. Une autre question que tu posais, c'est, je vais pas te les poser, mais quel est ton meilleur conseil à donner à quelqu'un de malheureux? D'oser ouvrir son cœur et de parler aux personnes qui nous entourent. Je pense qu'on sous-estime à quel point les gens peuvent nous aider, nous aimer. D'oser dire qu'on a besoin d'être écouté, pas besoin d'être soigné. Souvent, les gens te donnent des conseils. Alors, on n'a rien à foutre de tes conseils, j'ai juste envie d'expliquer que t'es triste. Mais bon, ça part d'un bon sentiment. Je pense que montrer sa vulnérabilité, c'est très important. C'est quoi aujourd'hui la facette de ton activité qui te plaît le plus? Oh. En fait, j'ai le meilleur job du monde. Ça veut dire que je suis payée pour étudier ce qui me passionne le plus. Et ça, c'est ce que j'adore. Donc là, j'ai écrit pendant 1 an. Je suis partie avec mon conjoint, la personne merveilleuse avec qui je partage mon quotidien, au bout du monde pour écrire. Et alors, c'est ma vie de rêve. Je me réveille et je peux décider qu'un sujet est tellement passionnant que je vais lire 50 articles sur le sujet et en faire un chapitre de livre. Ça, c'est ce que j'adore. J'adore être seule, j'adore chercher, j'adore me poser des questions. Et puis tout l'aspect... Maintenant, je suis quelqu'un de beaucoup... J'aime la solitude, mais ça a évolué. Mais tout l'aspect où je suis avec des gens, c'est trop chouette. Mais j'essaye que ça n'ait pas trop de valeur parce qu'à force, je suis trop souvent trop valorisée et j'ai peur de devenir quelqu'un d'égocentrique. C'est bizarre de dire ça? Non, mais je vois bien comment ça peut être en groupe. Enfin, c'est-à-dire en plus, déjà avant. En fait, le truc, c'est que au-delà du succès qu'elle tient, de la médiatisation, de la visibilité, etc., c'est aussi que tu détiens un savoir que peu de gens détiennent. Alors, on détient tous des savoirs que les autres ne détiennent pas. Mais toi, il y a quelque chose qui excite par ailleurs les gens, je pense, et qui nous concerne tous, en fait. Ouais. T'as les clés de notre santé. Tu vois, bon, maintenant, ils sont tous dans un livre qui est formidable, que j'invite tout le monde à acheter. Mais avant ça, c'est vrai que t'as un dîner, tu te dis, attends, Émilie, elle sait. Ouais. Alors que bon, moi, j'y connais plein d'infos sur les podcasts et les newsletters. Je veux dire, tout le monde s'en fout au dîner. Non, mais je veux dire, c'est la même chose pour un mathématicien. Enfin, je sais pas, je donne des mauvais exemples, mais tu vois-t-il que je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Que, oui, tu détiens un savoir qui donne envie d'aller creuser.
et que tu as une personnalité aussi qui est solaire, qui est joyeuse, et donc nécessairement ça prend de la place, et les gens, ils ont envie de mettre du petit bois à cette joie-là, je pense. Ouais. J'ai été voir un psy à cause de ça. Et je lui dis, j'ai peur de devenir égocentrique. Elle m'a regardé, elle a dit que j'ai jamais vu quelqu'un qui va chez le psy en disant qu'elle a peur de devenir égocentrique. Je dis oui, mais les gens me parlent tout le temps. Et je passe ma vie à faire des interviews où ils veulent me parler. Ensuite, je donne des conférences. Je publie des trucs que les gens lisent. Et j'ai l'impression parfois que c'est une relation dans un sens, tu vois. Là, je te connais, hein, je sais qu'on va souvent boire des verres ensemble, on s'amuse. Mais quand j'ai une interview avec quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie, je repars. Qui est cette personne? Et elle a laissé beaucoup de choses de moi. Je trouve ça horrible. Je trouve que ça se donne l'impression d'être très égocentrique. Bref. Se poser la question, ça va déjà dans le bon sens. Hein. Ouais. En plus, les gens ne veulent pas répondre parce qu'ils n'ont pas le temps. Mes questions. Je parlais un peu plus tôt du fait qu'en interview, voilà, tu étais habitué à donner des réponses extrêmement sourcées, voilà, uniquement sur base de données scientifiques et pas de tes ressentis personnels ou de tes émotions. Comment est-ce que tu jongles comme ça au quotidien entre ces deux facettes, Émilie la femme et Émilie la scientifique? C'est une question vraiment trop intellectuelle pour moi. D'accord. Alors plus précisément, sinon, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Comment est-ce que quelle place tu prends au sein de tes journées de travail et donc de ton quotidien, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail dans ton quotidien. Quelle place ta facette féminine, ta féminité prend, ou même juste la personne que t'es? C'est-à-dire, par exemple, très prosaïquement, ça c'est une sous-question, on va dire. Est-ce que tu as déjà étouffé ta féminité dans l'expression de ton travail? Mais c'est-à-dire que pour l'instant, je suis dans comme un printemps de ma vie et de ma féminité, parce que je suis enceinte et parce que je suis médiatisée, donc je ne peux pas aller avec des cheveux d'Aguerride aux interviews et en sweatshirt. Mais donc là, ça fait depuis 1 an que je suis plus en laboratoire, mais tout le reste de ma vie, je l'ai passé sans me maquiller. Je me suis maquillée devant toi pour cette interview. Tu vois que mon maquillage, c'est soit des trucs empruntés à ma grand-mère décédée qui ne tiennent plus debout, le maquillage, ou des trucs d'enfants. Et je trouve ça hyper rigolo. Parce que c'est divertissant et que ça ne fait pas mon quotidien. Mais dans ma vie de tous les jours, je ne me maquille jamais, je ne me coiffe pas. J'ai acheté une brosse à dents. Une brosse à cheveux il n'y a pas longtemps. Et je passe ma vie en vêtements confortables. Très souvent, je suis en tenue de sport. Même si je veux pas faire de sport. Donc je mets un legging, un gros pull. Et c'est même pas mes pulls, c'est ceux de mon mec. Ceux qu'il veut pas porter, qui sont moches, qu'il a reçus dans des séminaires tech, tu vois. Parce que je trouve que c'est hyper agréable et que je déteste être remarquée pour ma féminité. Voilà. Et alors, j'ai été éduquée par des parents qui font très attention à ce qu'on définisse bien notre valeur pour ce qu'on fait, ce qu'on pense, plutôt que ce qu'on reflète. Donc, je sais que quand je me maquillais, quand j'étais toute jeune, mes parents, les deux, me demandaient d'aller me démaquiller. Après, on se regardait comme ça à 3 devant le miroir. Je disais, mais regarde comme tu es belle naturelle. Oui. Puis tu vas à la soirée, voilà. Si je parle de physique dans ma famille, ma maman va dire élève-toi l'esprit, utilise ton temps de cerveau disponible pour faire des choses plus intéressantes que nous parler de tes cheveux ou de ton image. Donc c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance pour moi. Et quand je vois quelqu'un qui est ni maquillé, coiffé, ni sapé, je me dis pas quelle négligence, hein, tu vois. Or, ce commentaire, on me l'a fait récemment, que j'étais très négligée comme personne. On m'a demandé si c'était pour mieux vendre, pour faire plus nerd. Trop marrant comme commentaire. Bref. Donc, mais j'y réfléchissais pas, c'est juste pour moi, j'ai pas envie de passer du temps à m'occuper de mon physique. Mais un jour, je me souviens, j'étais au laboratoire avec, quand j'étais en biologie des mitochondries, qu'il y avait que des hommes. C'était à UCL à Londres, et donc il y avait beaucoup de... Enfin bref, des hommes dans le stéréotype Big Bang Theory. Et je m'étais fait jolie parce que j'avais un date avec Mathieu après. J'avais du rouge à lèvres et je suis rentrée dans le laboratoire. Et les mecs étaient tellement émoustillés, ou je sais pas ce qui s'est passé, ils ont éclaté de rire, ils ont dû sortir du laboratoire. Je voyais que vraiment, comme des petits garçons, tout émoustillé devant une femme. Et je me suis démaquillée et je n'ai plus jamais été au labo, ni habillée, ni maquillée, tu vois.
Donc ouais, mais j'ai pas de féminité. Mais c'est vrai qu'on l'étouffe dans un laboratoire. Parce que une femme jolie et souriante est jugée, je le dis, hein, moins compétente et intelligente dans un milieu scientifique. Et quand tu fais un congrès, on va te dire très jolie présentation, madame. Et des commentaires comme ça, alors que. Et puis finalement, tu reçois le prix de la communication orale avec un autre mec. Et toi, on t'a dit, elle est très jolie ta présentation orale. Qu'est-ce que ça veut dire, connard? Enfin, Après, c'est le cas dans d'autres secteurs aussi, mais Ouais. je pense que c'est particulièrement prégnant dans le secteur scientifique, quoi. Ouais. J'ai reçu Delphine Plisson à ce micro. Et il y a une question géniale qu'elle posait à tous les candidats qu'elle recevait en entretien d'embauche pendant une partie de sa carrière, et que je pose désormais à tous mes invités, et qui est la suivante. Si demain, tu n'as aucune contrainte, ni matérielle, ni familiale, ni culturelle, ni sociale, ni financière, qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est très très clair. J'ai un plan de rêve. Je vis dans la campagne, dans une campagne très sauvage, entourée de forêts primaires, mais j'ai peut-être une petite clairière avec au bout un lac ou une rivière. On a construit une maison à deux mains avec Mathieu. J'adorerais avoir une serre dans laquelle il y a une maison, comme ça on ne doit pas chauffer, etc. Je peux faire pousser mes légumes toute l'année. Il y a un type qui a créé un truc qui s'appelle un héliodrome, que j'invite tout le monde à regarder, une espèce de maison qui est ingénierie, que je sais pas comment je parle en anglais dans ma tête là. Enfin, elle est construite pour se mettre en fonction du soleil. Bon, et très sympa pour la planète. Et je vivrais uniquement de faire pousser des fruits et des légumes, m'occuper de repiquer mes plantes, de regarder la nature, de marcher pieds nus, d'écouter les oiseaux. J'aurais des enfants hyper heureux qui courent autour de moi et que je fais goûter des petites myrtilles et qui me fassent des taches partout. Et je ferais des grands repas avec des amis. Tout le monde pourrait venir dormir chez moi. Mais je resterais dans ma petite campagne, isolée. Et tu ferais pas de recherche? Non, parce que j'imagine que ce sera quand je serai un peu vieille. Non, mais ça peut être demain la question. Je demande pas ton plan de carrière pour ta Ouais, retraite. bah voilà, en fait, j'imagine que non, puisque c'est pas venu dans ma tête. J'ai pas d'activité professionnelle, en fait, à part mais d'avoir les mains dans la terre. Dans ce rêve flou d'une vie parfaite. Comment est-ce que tu décrirais ton rapport à l'argent? Oh, très, très, très conflictuel. C'est-à-dire? J'ai évolué dans un environnement. C'est gênant de dire ça. J'ai évolué dans un environnement entouré d'amis qui ont tous, de manière générale, beaucoup plus de moyens que moi. Il y a un truc qui m'énerve, c'est quand les gens pensent avoir réussi tout seuls, alors que c'est la réussite de leurs parents. Tu vois? Ceux qui disent à 27 ans qu'ils ont acheté un appart alors qu'ils se branlent. Tu vois? J'ai acheté un appartement. Non mais. Non, tu n'as pas acheté un appartement, tes parents t'ont acheté un appartement, tu vois. Ou quoi? C'est vrai. Des gens qui pensent qu'ils ont eu une idée géniale d'entreprise et qu'ils ont lancé un truc génial, mais ils l'auraient pas fait sans les briques de papa, quoi, tu vois. Ça m'énerve. Mais du coup, étant entouré d'un certain confort que j'ai vu et auquel j'ai goûté, mais qui est inaccessible, j'ai envie de l'atteindre. Attention, si jamais j'ai un ami qui écoute ce podcast, je ne vise personne en particulier. C'était pas des amis dont je parlais. C'est que je trouve que dans notre société, il y a beaucoup de gens comme ça qui t'exposent une réussite inaccessible et que dans la plupart des cas, la réussite inaccessible et merveilleuse est expliquée par la chance que des enfants ont reçue. Et ça, c'est le truc qui me vient en premier quand je pense à l'argent. Ça m'énerve, cette inégalité. Alors, je viens d'une famille où j'ai un certain confort. Hein, tu vois, je suis pas non plus. J'ai pas grandi dans un bidonville. Et... Voilà, mais mes parents m'ont éduqué de manière très, très stricte avec l'argent. C'est-à-dire que j'ai pas eu d'argent de poche, quasi pas du tout. J'ai un job depuis que j'ai 16 ans. J'ai travaillé dans tout type de job, dans des bars. J'ai fait la plonge, j'ai été hôtesse, enfin, tu vois. Et j'ai toujours
compris qu'il fallait travailler pour s'en sortir. Je sais ce que représente chaque dépense. Je suis stressée par l'argent. Je déteste dépenser. Et c'est une raison pour laquelle j'ai pas de vêtements. Et par exemple, quand Mathieu veut m'offrir... J'ai reçu mon premier sac à main. J'ai 32 ans. À Noël. Ben, je peux me réveiller la nuit et faire une insomnie en me disant mais quelle futilité d'avoir dépensé de l'argent dans un truc pareil. Parce que je sais qu'il faut travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Surtout en sciences. J'ai gagné pendant 4 ans 1300 € par an. Par an? Par mois. 1300 € par mois. C'était le SMIC, quoi. Et j'ai la dalle, je pense. Mais pas une dalle pour avoir un yacht et la plus grosse maison, mais j'ai la dalle de avoir construit quelque chose tout seul. C'est une doc à toi. Oui, c'est ça. J'adore mon entreprise et la faire marcher, etc. Ouais, j'ai quand même la dalle. Ouais. C'est bizarre, cette question d'argent. En parlant d'avoir la dalle, comment est-ce que tu décrirais ton rapport à la nourriture? Hyper sympa. J'ai vraiment aucun trouble du comportement alimentaire. Beaucoup de gens ont l'air d'être stressés pour moi à cause de mes études. Ça, je me rends compte, par exemple, quand je vais en vacances chez ma belle famille, où on passe à table et on me pose des questions autour de la nourriture comme si ça pouvait me plaire ou me déplaire ce qu'on mange en fonction du profil nutritionnel. Pas du tout. Donc, mes parents adorent faire manger. On a grandi dans une famille où la nourriture a une place centrale dans les moments de partage. On mange des bonnes choses. Genre, on n'a pas d'apéro chez nous. La nourriture, c'est à table, genre le plat qu'on partage. Tout le monde est toujours obligé d'être à table. Chacun a son temps de parole. C'est une espèce de bordel très joyeux. On est 4 filles. Donc ça fait beaucoup de bruit. On a toujours mangé de tout. Et mon père adore dire qu'à 4 ans, ma maman un jour avait été, je sais pas, au théâtre avec des copines. Et quand elle était rentrée, on était en train de manger de la choucroute avec des baies de genévrier dedans. Et on avait dit qu'on adorait les petits ballons. Depuis toujours, on mange de tout. Depuis toujours, si je n'aime pas manger quelque chose, on me le resserre le lendemain matin. Et le lendemain soir, je suis obligée de manger mes chicons ou mes endives. Enfin, tu vois. Et aussi, si je dis une fois à maman, aujourd'hui, je mange pas ça, je vais manger que de la salade. Elle va dire, on veut pas de bouffeuses de salade à la maison qui nous font chier avec leurs histoires. Tu manges de tout comme tout le monde. Ici, ça pourrait paraître comme une attaque envers les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais j'ai jamais eu de remarques dans ma famille sur mon poids, sur mon allure. Tu vois, j'en ai parlé. Et du coup, j'ai une relation avec la nourriture très sympa. La plupart du temps, je mange très bien. Mais je suis arrivée ici, étant donné que j'ai dormi 2-3 heures cette nuit, avec... Je savais pas quoi choisir. Je pensais que ça restait secret, ça. Ben, non, je m'en fous. Enfin, des chips et des bonbons, parce que t'as dit que c'était ton pire aliment que t'adorais manger. C'est-à-dire que, bon, alors pour resituer un peu sur le chemin, on était toutes les deux assez fatiguées avant de commencer, et je disais à Émilie, parce qu'on est toutes les deux belges, et en Belgique, on a une expression pour désigner ces aliments ultra transformés et très mauvais pour la santé, et on dit c'est les crasses. Et donc, avant qu'elle arrive, j'ai dit à Émilie, j'ai hyper envie de crasse aujourd'hui, c'est très difficilement contrôlable. Et elle m'a demandé quelles étaient mes crasses préférées. Donc, Émilie est arrivée avec 2 grands sacs dans lesquels il y avait 2 paquets de bonbons, un grand paquet de céréales, du lait, des chips. Ouais. Et effectivement, nous avons mangé toutes ces choses-là. Et alors, Oui. on n'a pas beaucoup parlé de ton livre, mais je pense que les gens se doutent un peu du contenu vu ton parcours, etc. Mais dans ce livre, tu détailles un protocole de vie pour optimiser sa santé, aller mieux à la fois dans le corps et, enfin, en gros, la capacité corporelle, mentale et cognitive. Mm-hmm. Et tu parles de toute la manière dont il faut s'alimenter du matin au soir. Évidemment, les chips ne sont pas mentionnés dedans dans les aliments qui sont pro-santé. Mais malgré tout, dans le livre, on sent quand même ton approche très joyeuse de la chose et qui est très loin de la rigidité aussi. Mm-hmm. Et d'une certaine orthorexie qui est souvent quand même ce qui... Enfin, les personnes qui donnent des conseils dans ce domaine-là souvent dégagent cette rigidité, ce côté un peu orthorexique. Orthorexique, c'est quand t'es totalement obsédé par l'idée de bien manger et que du coup, tu t'éloignes pas du tout de cette ligne-là. Toi, tu prônes ce truc de... en fait, gardons de la joie et gardons de la flexibilité, quoi. Oui. Et que tu incarnes totalement. Et d'ailleurs, la première fois que je t'avais invité à dîner chez moi, il y a plusieurs années maintenant,
bah, t'étais déjà dans ce domaine-là. Et c'est vrai que moi, j'adore servir des pâtes le soir, avec voilà, du fromage, etc. Et avant même que je te demande comment tu mangeais, et moi, je me suis dit, bon, je vais faire un truc sain, avec des légumes rôtis, etc. Tu m'avais toi-même envoyé un message pour me dire, et pour info, je ne mange pas que des graines germées au clair de lune, donc en fait, fais ce que tu veux, tu vois. Ouais. Oui, il faut. Quand je suis invitée chez quelqu'un, je suis heureuse de manger tout ce qu'on me sert. Je trouve que c'est une offense à la personne, sauf si t'es malade, évidemment. Si j'avais la maladie de Crohn, voilà. Mais je trouve que c'est une offense envers la personne qui t'a invité, t'a fait manger, de picorer ceci, cela dans ton assiette, sauf si t'as une maladie ou un trouble du comportement alimentaire, mais ce qui est mon cas. Et c'est vrai que la plupart des jours de ma vie, je mange très sainement. Et parfois même mon mec me dit que je mange de manière moléculaire. C'est-à-dire que si j'ai la flemme, je vais penser oméga 3 sardines, fibres, pois chiches, mais tout dans une assiette sans assaisonnement. Je mange et je retourne au travail. Mais parfois, j'ai envie de manger que des crasses dans mon lit en regardant une série. Et je le fais avec énormément de joie, sans culpabilité aucune. J'en ai rien à foutre quand on trouve ça bizarre, enfin, tu vois. Non, mais juste, ça te prouve que tu es humaine. Oui, ouais. Ouais. Et c'est des céréales de petit déjeuner ultra transformées dans du lait très froid. C'est quand même délicieux. Donc, pourquoi est-ce que je pourrais pas en manger une fois par mois? Aucun scientifique n'a dit que une fois par mois, c'était mauvais. Déjà. J'en mange pas tous les jours. Mais aujourd'hui, j'en avais vraiment envie. Est-ce que tu manges parfois tes émotions? Mais pas vraiment. Parce que je pense que c'est même pas conscient. Tu vois, ce matin, je me suis réveillée, je suis fatiguée. Comme tu sais, j'ai vécu quelque chose d'un peu compliqué cette nuit. J'ai passé la nuit à l'hôpital pour quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ce matin, je me suis réveillée en me disant que j'allais manger de la merde. Mais C'est une question de fatigue, tu penses? c'est la fatigue. Non, mais c'est que peut-être que je ne laisse jamais l'émotion traîner assez longtemps que pour devoir manger l'émotion. Je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que l'émotion, tu penses que tu as l'impression d'étouffer tes émotions? Ou Non, les exprimer au contraire par la parole? Non, mais si je suis fatiguée et qu'il a fait moche toute la journée et que j'ai passé une journée de merde, ben, j'irai manger la chose. Mais j'ai pas l'impression de manger l'émotion parce que c'est plus. Je respecte, j'ai l'impression, mes envies, mon plaisir, mais j'ai pas l'impression de genre manger. Ça me semble négatif, tu vois, l'idée de manger ces émotions. Comme si j'étais par exemple hyper déprimée et que j'allais combler un gouffre en mangeant. Non, c'est plus. J'ai envie d'ajouter un peu de joie dans ma vie, donc je vais manger un petit bol de Smacks, peut-être deux. Mais je vais jamais à un point où j'ai l'impression d'avoir dû combler une émotion avec la nourriture ou d'être allé trop loin. Il n'y a pas de culpabilité non plus. Donc c'est plutôt, je me fais plaisir, je me cajole. Quel est le plat qui te sauve de tout? Ah, pour l'instant, je sais plus. Mais un plat qui m'a sauvé de tout pendant des années, et j'aime beaucoup manger mes choses comme ça, c'est une lasagne que je peux manger couche par couche. J'adore manger les choses couche par couche. Une lasagne, je mets le côté croustillant d'un côté de l'assiette, je racle toute la béchamel, délicieux. Après, je mets la pâte molle d'un côté de l'autre côté de l'assiette. Je mange toute la sauce rouge là, avec la viande, tac, à part la pâte. Et après, du coup, j'ai une petite pile de pâtes délicieuses bien molles que je mange comme ça en entier. Et puis, je finis avec la croûte. Ça, si tu veux m'inviter à manger chez toi, franchement, c'est le bonheur. Et quelle est ta crasse préférée alors? Je peux dire une marque? C'est vraiment mal. Ma crasse préférée, c'est quand même les Doritos Nacho Cheese. Parce que c'est tellement goûtu. Et tu sais qu'il n'y a même pas de fromage dans les nacho cheese. C'est tout un passage dans le livre où j'explique comment est-ce que les ingénieurs arrivent à créer des aliments irrésistibles. Et ils ont tout mis dans les chips. Et je me suis dit, est-ce que les gens vont comprendre? Et peut-être ça va être... tu vois, il faudrait que je fasse un avertissement qui prévienne que ça va être du contenu sensible. Tellement genre... Quand j'ai écrit les lignes... Ah, ça donne hyper faim, c'est horrible. Ça donne vraiment envie, tu vois. Ça croustille tellement fort. Et, tu vois, un chips de Doritos, tu ouvres. Ça sent tout d'un coup tellement fort et bon. Et tout est prévu pour ça. Sur ta langue, ça fait presque des chatouilles tellement c'est fort, tu vois. Et après, il disparaît tout de suite. Donc, tu veux remanger 1000 fois. Ça, vraiment, c'est mon kiff. Qu'est-ce qu'il y a en permanence dans ton frigo?
Beaucoup de trucs. Alors là, ça va reparaître l'opposé de tout le plaisir. Il y a toujours genre des noix du Brésil, comme ça je sais que je mange des noix du Brésil pour mon sélénium. Tu les mets au frigo? Mais c'est parce que comme ça, je les vois. C'est dans mon frigo, dans la porte du frigo, je mets les choses que je sais qu'il faut que je consomme quotidiennement. Il y a les quelques compléments alimentaires que je prends. J'ai toujours un thé glacé fait maison. Le secret d'un bon thé glacé, c'est qu'il faut jamais faire chauffer l'eau. Sinon, c'est amer. Donc, si tu fais du rooibos dans de l'eau froide, ça va être bon. Si tu fais du rooibos dans de l'eau chaude et que tu essaies de le faire froid, ça va être amer. Non. J'ai des trucs comme ça pour avoir des bonnes boissons fraîches, avec ça plein de détaille dans ton glaçons livre. si j'ai envie ou quoi, tu vois. J'ai énormément de fruits et légumes. C'est indécent, soi-disant. Ma soeur jumelle ne comprend pas comment c'est possible d'acheter autant de fruits et légumes et 5 jours après, elle revient à l'ouvre frigo et elle ne comprend pas comment c'est possible d'avoir tout mangé. Je cuisine très bien les fruits et les légumes. J'ai toujours du chocolat noir dans le frigo. Je sais que c'est pas bien parce que ça enlève les arômes, etc. Mais j'adore quand ça croque très fort. Plein de trucs. C'est vraiment on dirait que j'ai 6 enfants chez moi, je pense. Alors que non, on n'est que 2. Plein de trucs. Comment est-ce que tu décrirais ton rapport à l'ivresse? Le fait de boire de l'alcool et des tout. Oui. C'est une relation d'amour et de haine parce que j'adore la fête. J'adore danser comme une folle. J'adore faire la fête très tard avec mes copines et danser mais comme si le monde pouvait s'arrêter demain, tu vois. Et c'est vrai que si je bois 1 ou 2 verres, très vite, je me sens très saoul parce que je bois rarement. Et je vais dire à tout le monde que je suis pompette et que c'est trop chouette. Alors qu'il est 8h10, tu vois. Et que je suis arrivée à 8h. Bon. Mais je suis très vite aussi... très vite, je me sens pas bien. Donc je sais que genre 4 verres, c'est ma limite. Alors que c'est pas beaucoup pour certaines personnes. Et le lendemain, à chaque fois que je bois dans ma vie, le lendemain, je vais très, 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 très mal. Donc, j'adore ce petit moment de folie où tu te sens bien. Mais je sais qu'il faut que je boive uniquement tôt et en été. Enfin, je dois faire attention, quoi. Il faut pas que je me tape une énorme cuite en hiver. Le lendemain, j'ai l'impression que je dois aller aux urgences, tu vois. Vraiment, voilà. En détresse physique et émotionnelle, tu veux dire? Ah ouais. Enfin, mentale. Catastrophique. Je peux pleurer. Même si j'ai bu 4 verres et que j'étais pas saoule. Je tolère très mal le lendemain de veille. Mais j'adore être pompette. Donc, c'est un problème. Mais je picole très peu. Ayant travaillé en psychiatrie quand même, et ayant vu des personnes dans des états de détresse si jeunes, tu vois, mon premier stage, c'est à 18-19 ans, je connais très très bien mes limites, donc je bois peut-être 1 ou 2 soirs par semaine, pas toujours toutes les semaines. C'est vrai que de temps en temps, je peux boire de manière excessive à un événement très heureux, mais ça reste rare, tu vois. Voilà. Bon, en ce moment, en tout cas, tu ne bois pas parce que tu es enceinte. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'on a une relation avec l'alcool qui, même quand je trouve que je bois peu, quand même boire 1 ou 2 soirs par semaine, ça veut dire que je ne bois pas un verre seul avec mon mec du dimanche au mercredi compris. Enfin, peut-être très très rarement, mais on fait pas ça. Même quand on va en vacances à 2, on picole pas à 2. C'est pas bizarre de faire un repas à 2 en vacances ou en week-end en amoureux sans un seul verre. Et je sais que c'est rare, mais là, pendant ma grossesse, bizarrement, je me rends compte que même le peu d'alcool que je bois me procure quelque chose qui me manque quand je ne peux pas boire. Tu vois, hier soir, événement de lancement du livre, bah, c'était trop bizarre de ne pas boire d'alcool. D'un autre côté, tant mieux parce que je pense que je serais devenue folle et que tout le monde aurait découvert un côté de ma personnalité que personne n'a envie de voir dans cet environnement professionnel. Je me serais mis à twerker, tu vois. Ça aurait été catastrophique. Comment est-ce que tu vis ta grossesse? Hyper bien. C'était quelque chose que j'avais vraiment très peur d'être enceinte. Pour moi, être enceinte, ça pouvait être presque comme un handicap. J'avais peur d'être fatiguée, j'avais peur d'avoir... j'imaginais tout le pire, d'être
tellement fatiguée que je ne peux plus rien faire, d'être tellement malade que j'ai envie que ça s'arrête, d'avoir des variations hormonales qui me mettent dans des états de joie immenses et puis de tristesse immense. Parce que j'ai vu des copines qui étaient parfois dans des états où je me disais, mais mon Dieu, on dirait qu'elle est même plus en possession de son esprit. Ça va être tellement anxiogène. Aussi, par rapport à mon parcours, tu vois, j'ai vraiment la rage de montrer que je peux faire quelque chose. Et je m'étais toujours dit, pour l'instant, c'est pas le bon moment parce que si j'ai un enfant maintenant, je pourrai plus jamais travailler autant qu'avant et prouver à moi-même et que j'ai enfin arrivé à un point où je me dis, c'est bon, j'ai réussi là, tu vois. Et donc, je pense beaucoup planifié, tu vois. Je m'étais dit, je pourrais commencer à tomber enceinte à partir de septembre ou octobre de cette année. Comme ça, j'aurais au moins le livre, le doctorat, le truc, le machin. Donc vraiment une espèce de... Enfin, j'avais peur pour penser comme ça. En fait, la grossesse, c'est génial. Enfin, j'ai pleuré quelques fois, mais vraiment dans un état où je suis sur le sol, en train de pleurer comme un enfant qui a un problème, avec même des morves peut-être qui coulent de mon nez, tu vois, plus aucune dignité, sans pouvoir m'arrêter de pleurer pendant des heures. Et Mathieu qui est là, genre, ça va. À mon avis, il doit se dire, ouais, ça va aller. Et je sais même pas comment expliquer parce que je sens que c'est hormonal, parce que c'est excessif. En fait, c'est libérateur, je trouve. Aussi, j'ai mis en place des choses pendant la grossesse je suis hyper à l'écoute de mes émotions, de peut-être des trucs que je devrais régler. Donc, j'ai fait un suivi avec un psy par rapport à certains points que je trouvais pas réglés encore et que j'ai pas envie de transmettre à mon enfant. Parfois, j'ai des joies immenses. Mais je trouve ça trop agréable d'être enceinte. Genre, je me sens hyper capable, je dors méga bien, je suis pas fatiguée, c'est pas anxiogène. J'adore cette petite personne déjà et qui me tape dans le ventre, c'est tellement mignon. Je suis hyper heureuse. Et en fait, je trouve que depuis que je suis enceinte, quand t'es enfant et que tu t'émerveilles de tout, que tu vois le plus beau coucher de soleil ou le plus beau arbre qui bouge dans le vent, ça te fait des émotions. Et puis quand la vie avance parfois, avec le travail, t'oublies ces choses-là, tu vois. Et maintenant, depuis que je suis enceinte, je regarde ces choses et je me dis, j'aurai une petite personne à qui je vais pouvoir dire, comme ma mère l'a fait, tu vois. Regarde, Amélie, comme c'est beau. Donc ça remet les choses un peu en perspective, je trouve. Et toi qui avais peur de devenir trop égotique, après un enfant, ça te remet ton ego au bon endroit. En tout cas, c'est plus qu'à propos de toi, quoi. Oui, c'est ça. Je pense tout le temps à cette petite personne. Et quand il se passe, je sais pas, quelque chose de dur pendant ma journée, je pense plus au fait que c'est dur pour moi. Donc hier, j'ai passé la nuit à l'hôpital, c'était vraiment dur psychologiquement. Mais très vite, je me suis dit, attention, là, on a une petite personne dans le ventre. Et il va falloir que je sorte de cette salle d'urgence et que je respire et qu'il faut pas transmettre toutes ces mauvaises émotions. Ou avant de passer sur un plateau de télévision, avant, j'aurais pu me mettre dans des états de stress immenses. Et là, vraiment, je me dis, petite personne, on va pas lui donner toutes ces mauvaises choses. Donc c'est vrai que ça recentre un peu, en fait, tout ça, c'est le cirque de la vie, mais c'est pas l'essentiel de la vie, tu vois. Quel cadeau est-ce que tu te fais à toi-même? J'aime pas les possessions matérielles. Les cadeaux que je me fais à moi-même, c'est des bonnes choses à manger, plein de câlins. J'adore faire des câlins aux gens. À toi-même. Donc faire un câlin aux gens, Oui, t'as l'impression de faire un cadeau à toi. Tu vois, de dire... je dis souvent aux gens, même à des gens que je connais pas spécialement beaucoup, genre, s'il te plaît, fais-moi un câlin. Hier soir, au début de l'événement, je pense que j'ai demandé à 2-3 personnes, peut-être des journalistes que je connais pas très bien, genre, vous pouvez me faire un câlin comme ça me déstresse. Ça fait du bien. J'aime bien être beaucoup dans les bras des gens. J'aime bien demander des massages aux gens. Je t'ai déjà demandé un massage dans ta vie ou pas? Ouais, mais tu m'avais expliqué que t'adorais le contact physique. Ouais. Enfin, de toute façon, après, c'est prouvé. Évidemment, je pose scientifiquement tout le bien que ça fait que les gens te touchent. Enfin, les gens. Ouais. Ça dépend de qui et comment, mais globalement, oui. Ouais, j'adore me faire masser. Du coup, quelque chose que je m'offrirais, vraiment, je dépense de l'argent comme un cadeau, des massages, c'est sans doute le cadeau que je me suis fait le plus souvent dans ma vie. Je déteste acheter des vêtements parce que ça me rend... J'ai l'impression que j'ai aucun goût, que je sais pas comment m'habiller. Et quand j'achète un vêtement, ça me met très mal dans ma peau. Dans mes rêves, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'habille. Le message est passé. Non, mais tu vois,
J'ai pas de trou dans les oreilles, j'ai pas de bijoux. Et quel cadeau est-ce que tu fais aux autres? Ça, du coup, c'est le problème parce que les gens, ils aiment bien recevoir des cadeaux, mais j'en offre pas. J'offre des expériences. J'offre un resto, un massage, un week-end quelque part. Bon, j'offre des cadeaux principalement à mon mec, donc des vacances, des week-ends. Mais je sais qu'il aimerait sans doute parfois recevoir aussi des choses dans son langage de l'amour. Des mots, j'écris des lettres, je crois. Je pense que j'offre de l'amour, mais j'offre pas beaucoup de cadeaux matériels. Avec quoi est-ce que tu aimerais bien faire la paix? La première réponse qui vient en tête, je peux pas la partager parce que c'est beaucoup trop personnel. Enfin, c'est quelque chose que je pourrais pas partager ici parce que peut-être le suicide. Parce que en ayant travaillé en psychiatrie, j'ai été face à beaucoup de personnes qui allaient mal. J'ai vu une fois. Il y a pas mal de morts qui ont eu lieu dans mon entourage, des personnes qui ont mis fin à leur jour. C'est ma plus grande angoisse dans la vie. Je trouve. Je le comprends, je peux comprendre que quelqu'un peut souffrir autant qu'il a envie de mettre fin à ses jours. Mais chez moi, c'est devenu un truc traumatique. Et c'est ça que je fais depuis que je suis enceinte avec un psychologue. C'est que je ne peux pas entendre ce mot, je peux pas. S'il y a un film où je sens qu'une personne a l'air d'être en détresse, j'éteins le film. Ouais, je pense, la souffrance tellement extrême qui fait que quelqu'un met fin à ses jours, c'est peut-être le seul truc qui me traumatise vraiment. Donc j'aimerais peut-être être capable de faire la paix avec ça. Qu'est-ce que c'est pour toi l'amour? Ah. Qu'est-ce que c'est pour moi l'amour? Attends, mais tu poses ces questions à tous les gens. J'ai jamais écouté un épisode en entier parce que ces dernières années de ma vie, j'étais un rat de laboratoire. Mais maintenant que j'ai enfin accouché de ce livre, je vais pouvoir faire des trucs chouettes. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est la plus belle chose qu'on ait. Et je pense que c'est la seule chose importante qu'on ait. Je pense que l'amour, c'est presque quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que c'est ce qui fait la vie, c'est le sens de notre vie. Je suis scientifique, mais je pourrais dire que l'amour, c'est Dieu, tu vois. Enfin, je sais pas mettre de mots dessus, mais l'amour, c'est quelque chose où on se fait jamais passer en premier dans une relation d'amour. C'est gratuit, c'est spontané, c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à quelqu'un et à soi-même, parce qu'on peut s'aimer soi-même aussi. Mieux. Ouais. À l'interview, t'as dit que t'as longtemps cru que t'aurais jamais de conjoint. Ouais. Pourquoi est-ce que t'as dit ça? Pourquoi est-ce que t'as cru ça plutôt? Parce que, donc, très jeune, avec toutes ces souffrances de parcours, on m'a dit que j'arriverais à rien. Je faisais des plans absurdes pour savoir comment j'allais m'en sortir. Donc, je comptais devenir sœur religieuse parce que comme ça, je serais hébergée et nourrie. Mais en fait, j'ai appris qu'on devait faire théologie pour ça, tu vois. Donc, heureusement, je ne le savais pas à l'époque, mais je pensais que tu pouvais décider de devenir sœur religieuse, être gentil avec les autres et tu ferais partie d'une communauté et que ce serait ton job. Mais bon, c'est plus compliqué que ça. J'avais pas d'amis vraiment. C'est-à-dire que ma soeur jumelle me venait parfois me sauver de personnes qui faisaient manger des trucs dans le bac à sable, tu vois. Et donc, déjà avoir des amis inimaginables, mais avoir quelqu'un qui m'aime, ça, tu vois, quelqu'un qui veut m'aimer et partager sa vie avec moi, non. C'était inimaginable. C'est peut-être pour ça que je voulais devenir sœur religieuse, parce que bon, vraiment, c'était inimaginable. Et comment ça s'est passé avec Mathieu alors? Ouais. Donc, la première fois que j'ai vu Mathieu, j'ai su que c'était l'homme de ma vie. Je l'ai vu de loin et je l'ai su. Je le sais. Tout chez lui
je trouve merveilleux. Je sais que c'est bête. J'en ai parlé récemment avec ma sœur jumelle en disant, je pense qu'il n'y a pas un seul homme qui est meilleur que Mathieu. Et je pense que toute femme du monde, si elle vivait sa vie avec Mathieu, elle aurait la plus belle vie du monde. Elle était là, mais c'est tellement con ce que tu dis. Et en fait, je pense, ce qui fait que ça marche avec Mathieu, en fait, il m'a soigné. J'ai l'impression, c'est que c'est peut-être la première personne que j'admire si fort, qui m'inspire tellement et qui me porte tellement, qui voit quelque chose d'important chez moi et que je suis capable. Donc, le moment où je l'ai rencontré, j'avais déjà commencé psycho, je faisais déjà des trucs cool, je me réalisais déjà. J'avais très très peur. Et grâce à lui, j'ai pu faire des études à l'étranger. Il m'a vraiment poussé et il m'a toujours dit que j'arriverais à faire tout ce que je veux. Il est tellement fier de moi tous les jours de ma vie. Dès que j'ai un obstacle, il peut être en journée de travail, je l'appelle, il va répondre. Il pourrait finir sa journée plus tôt pour venir sauver tous mes problèmes. Vraiment, il me donne des ailes. Grâce à lui, je pourrais soulever des montagnes parce qu'il me donne l'impression que je suis capable de soulever des montagnes et s'il y a quelque chose que je ne peux pas faire moi-même, il le fera. Et parfois j'ai l'impression que quand tu dis c'est quoi l'amour, c'est ce que lui m'offre et parfois je me demande si je suis capable d'offrir autant d'amour à quelqu'un, tu vois. Mais je suis sûre qu'il dirait que oui. J'espère. J'ai vu avec quels yeux il te regardait hier soir. J'espère. Comment est-ce que tu décrirais ton rapport à la sexualité? Ma sexualité se passe très bien. Elle se passe très bien. Mon intimité va bien. Mais le fait que tu me poses la question, en fait, et fait que je te réponde comme ça, comme si tout d'un coup j'étais redevenue une mère, genre, on va pas trop rentrer dans les détails. Je pense que je porte l'éducation judéo-chrétienne, c'est-à-dire que en moi, c'est-à-dire que dans ma vie privée, ça va bien. Avec mes copines, on peut tout se dire. Dès que le micro serait éteint, je pourrais te raconter plein de choses que j'adorerais te raconter. Mais quand même, une femme scientifique ne devrait pas parler de ces choses-là, tu vois. Et ça montre que je pense que je sais que en tant que femme dans nos sociétés, je pourrais me sentir coupable ou que certaines personnes pourraient me juger de connaître ma sexualité alors que je suis aussi une personnalité publique. Enfin, non, je sais pas comment expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Mais la question est volontairement large pour que chacun dise bien ce qu'il en veut. Je te demande pas je demande à Non, mais je sais, mais l'idée c'est jamais impudique, mais j'entends totalement ta réponse et tout à fait pertinente et valable. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ce genre de questions te fait te rendre compte que c'est quand même un truc pudique, mais je pense que c'est surtout parce que je suis une femme. Non. Mais globalement, se poser la question de quel est son rapport à la sexualité, c'est une question qu'on se pose pas vraiment au quotidien. Alors on peut faire l'amour ou ne pas faire l'amour, on peut être plus ou moins content par des relations sexuelles qu'on a ou qu'on n'a pas, mais se poser la question sur son rapport au sexe et à la sexualité en général, c'est pas une question qu'on se pose couramment, quoi. Ouais. Après, je pense que c'est une des choses les plus chouettes qu'on ait sur Terre et que je vais faire tellement nerd. J'ai l'impression d'être Sheldon Cooper. Ça m'intéresse beaucoup, quoi. Enfin, c'est vraiment la joie de vivre. Je t'ai demandé de choisir un texte pour me le lire à voix haute. Ah oui. Avec pour critère qu'il te suscite en toi les émotions, sans que tu doives expliquer pourquoi. Qu'est-ce que tu as choisi comme texte? Alors, c'est un texte de Alain Damasio que j'avais choisi hier dans un moment joyeux. Et puis, après une nuit passée à l'hôpital, je me rends compte qu'il est très, très dur, mais je vais le garder parce que j'ai perçu de la résilience dans ce texte. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est très dur. Et je tiens à dire que lire des chiffres à voix haute ou des textes à voix haute, c'est très dur pour moi, donc je vais lire comme un enfant. Pas de jugement. Tu crois que c'est une question de force, que c'est une question de muscles et de nerfs, d'endurance et de persévérance. Tu crois que c'est juste une question de tenir, d'encaisser encore et encore, jusqu'à ce que ton corps lâche
que tu tombes brisé. Non, ce n'est pas ça la vraie résistance. La vraie résistance, elle est ailleurs. Elle est dans le souffle que tu donnes à ton pas quand tout te hurle d'abandonner, dans cette manière de plier sans jamais rompre, d'épouser la tempête sans en devenir l'esclave. La force brute ne suffit pas, c'est la souplesse qui sauve, c'est l'acceptation qui forge. Alors soit je lis que ça, soit je lis tout. Là c'est positif. Mais la suite est un peu plus dure. Je te la lis quand même. C'est ce qui m'a choqué ce matin. Alors tu continues, malgré le vent qui te cingle, malgré la douleur qui pulse dans chaque muscle, malgré l'épuisement qui rampe en toi comme une bête affamée, parce que tu es plus que ton corps, plus que ta fatigue, parce que tu es ce pas de plus que tu fais quand tout semble perdu, ce pas de plus qui fait que demain, quelqu'un se souviendra que tu as marché, que tu as tenu, que tu n'as pas cédé. Et ce n'est pas une question de victoire, pas une question d'être le plus fort, le plus rapide, le plus endurant, c'est une question d'être là, encore, debout, même à genoux. C'est ça qui est dur parce que cette minute est dure. Debout, même les yeux noyés. Debout, même si tout en toi hurle que c'est fini. Parce que tant que tu avances, ce n'est pas fini. Voilà, le moment émotion. Je vais te poser plusieurs questions auxquelles tu peux répondre assez brièvement. Peux-tu me dire une chose qui est vraie sur toi? Je me réveille toujours de bonne humeur, quoi qu'il arrive. Et je cultive vraiment ma joie de vivre. Je pense que ça se cultive. Donc je suis quelqu'un de très joyeux, ça c'est vrai. Une chose qui n'est pas vraie sur toi? Et que je me fais passer pour quelqu'un que je ne suis pas, parce que j'ai pas d'idée de ce qui est pas vrai. Enfin, j'ai pas l'impression. La première chose que je me dis, c'est qu'est-ce que je pourrais faire de faux, mais... Qu'est-ce que les gens pourraient penser de toi, en fait, qui n'est pas vrai, tu vois? Quand on me voit, je pense que je ne donne pas du tout... Je sais que, par exemple, dans un milieu professionnel, j'ai l'air d'être quelqu'un de très fermé, très froid. Il paraît que mon regard fait peur. C'est pas vrai, je suis une petite créature qui demande qu'à donner de l'amour. Une de tes capacités exceptionnelles? La joie de vivre. C'est que tu aimerais que tes amis disent de toi? Ma joie de vivre, et quand, lors d'un discours à un événement important, on m'a dit que j'étais quelqu'un de doux, ça m'a étonnée. J'étais là, mais je suis aussi quelqu'un de rigolo et plein de joie de vivre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit ça en premier? Le gros mot que tu aimes le plus utiliser? Que j'aime utiliser. Genre, ça me fait plaisir de l'utiliser. Sans doute pour imiter mes grands-parents, genre nom de Dieu, miséricorde, et genre, ça me fait marrer. C'est nul. Voilà. La folie qui a changé ta vie? Une folie Qui a changé ta vie? Tombée folle amoureuse de Mathieu. Ce qui te réjouit le plus dans la vie? J'aime beaucoup faire la fête, manger et dormir. Faire l'amour. Je pourrais vivre dans mon lit avec de la nourriture. Dans ton livre, tu dis expressément qu'on ne ramène jamais de nourriture dans son lit. Ouais, c'est vrai et que d'ailleurs, tu dis même, si je me souviens bien, que s'il y a bien un seul conseil que tu donnes, genre que les gens doivent appliquer dès aujourd'hui, alors que sur tout le reste, t'es souple, c'est celui-là. C'est vrai que je ne mange jamais dans mon lit, mais quand ça fait 2 années qu'on voyage avec Mathieu, donc chez moi, dans mon domicile, je ne mange jamais dans mon lit. Mais du coup, quand je crapahute chez les gens et que j'ai pas un espace, genre un salon, où je peux m'affaler et manger quelque chose en regardant un truc bête ou en étant au téléphone avec quelqu'un que j'aime et rigoler, ben, je le fais parfois dans mon lit. Mais chez moi, je ne le fais jamais. Et si je le fais, alors là, c'est peut-être le jour où je mange mes émotions. Ah ouais, c'est sans doute un jour où j'ai mangé mes émotions. De quoi as-tu le plus faim? À manger? Tu l'entends comme tu veux.
Tu sais, quand on a parlé de ton livre, t'as dit que t'avais faim, quoi. Je sais pas comment t'as dit, mais t'as dit je crève la dalle, non? Tu crèves la dalle. T'as dit ça, non? Quand? On a parlé du fait de réussir, du rapport à l'argent, de réussir par toi-même. Ouais. T'as dit j'ai la dalle, non? J'ai faim. Ouais, j'ai faim de passion. J'ai la dalle d'apprendre un truc en plus, de découvrir quelque chose d'autre, de mon prochain projet, de projet, peut-être. J'ai faim de projet, de passion, de flamme. Est-ce que tu as peur de la mort? J'ai pas peur de ma mort à moi. Pas du tout. Je trouve que je pourrais mourir demain, je me dirais quelle belle vie j'ai eue. Et j'espère que vraiment, si je meurs demain, tu feras écouter ce passage aux gens qui m'aiment. Et je pourrais mourir demain, j'ai vécu tout ce que j'avais envie de vivre. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ma vie. Mais j'ai très très peur de la mort des autres. Qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi? Quelque chose de solaire. Qu'est-ce que tu ressens alors qu'on s'apprête à terminer cette conversation? C'est très intéressant. Mais je fais vraiment jamais ça. Et je suis vraiment très peu en contact avec les mots, la littérature, la philosophie. Donc j'espère que cet épisode ne sera pas bizarre. C'est très bizarre pour moi de parler d'émotions, donc je me demande qui va écouter ça et qu'est-ce que les gens vont se dire, tu vois? Est-ce que c'était bien de faire ça? Est-ce que ça peut être utile pour quelqu'un? Ou peut-être qu'on va me juger, tu vois? Et je trouve génial ce que tu fais. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui trouvent de la force, qui se sentent moins seules, qui arrivent à mieux comprendre leurs émotions. Et quand c'est toi qui passes au grill, c'est quand même... J'ai pleuré 3 fois, quoi. Je pense même plus. Donc, c'est comme si t'étais mon meilleur ami ou mon mec, quoi, là. pendant 2 heures ultra intenses. Pour terminer sur une note musicale, est-ce que tu viens me donner le titre d'une chanson qui te touche? Virtual Insanity de Jamiroquai. Mais tu m'as dit une chanson qui touche? Ouais, mais en tout cas qui écrit les émotions, peu importe lesquelles. Oui. Je commence toujours ma journée en chantant sous la douche. Parfois, j'ai une inspiration. Mais si j'ai pas d'inspiration, Jamiroquai, je prends son album. La première, c'est Virtual Insanity. Et je hurle. En plus, j'ai une voix cassée. Yeah! J'adore, c'est juste... Et la journée commence chouette, quoi qu'il arrive. Avec une douche froide après, et t'es genre surexcité. J'adore. En avant la joie. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Jessica.